Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Michel. Bienvenue sur Acta Vidéo pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est en deux parties. On parle ici d'un héritage entre hoplite et hoplomaque. La première partie qui revient sur l'histoire de ces combattants, comment on est passé d'un combat en groupe vers du duel, on la retrouve sur ta chaîne Vincent. La chaîne Histoire d'aimer que vous pourrez justement retrouver en description. Aujourd'hui, on va s'intéresser maintenant aux gestes techniques. Comprendre comment on passe d'un geste martial vers un geste sportif. Comment on passe d'un combat pour la guerre vers un combat pour le spectacle. On va voir ça. Alors justement, pour revenir un petit peu sur ces deux combattants, il me semble qu'on a une chance qui est assez folle, c'est que autant pour l'hoplomaque que pour l'hoplite, des sources pour travailler sur eux, on n'en manque pas. Tout à fait. Il me semble que justement sur l'hoplite, tu as largement de quoi faire, puisque tu travailles dessus depuis quelques années, pour essayer de comprendre les techniques de ces combattants. Alors la chance qu'on a au niveau de l'hoplite grec, c'est que c'est un des premiers guerriers de l'Antiquité sur lequel on a autant de sources. D'un point de vue textuel, on a les récits des grands historiens, Hérodote, Thucydide, Xénophon, qui sont très précis et qui nous donnent des gestes techniques décrits dans les textes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une iconographie très importante. Que ce soit les vases à figure noire ou à figure rouge, autant pour la période archaïque que pour la période classique, on a tout un panel technique qui nous est montré sur des poteries. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour l'artiste grec, pour l'artisan grec, c'est la mimésie qui est le plus important. Donc le fait de représenter exactement ce qu'il voit, de représenter le réel. Donc on a une réelle volonté de présenter ces combattants, d'autant plus que les potiers, en tant que citoyens, participent à la guerre. Tout comme les historiens, qui décrivent dans les sources textuelles des actes guerriers, participent eux aussi au combat et sont des combattants. Ça, c'est les deux choses importantes. Et enfin, d'un point de vue archéologique, il nous manque quelques petites choses. Notamment, on a assez peu de boucliers, mais au niveau du bronze et de l'acier, on a toutes les armes, très bien trouvées, en très bon état, ainsi que toutes les protections. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'hoplite, on est très chanceux et on a des sources très complètes qui nous permettent de faire une analyse poussée d'un point de vue historique et ensuite de pouvoir faire des reproductions qui nous permettent de faire des expérimentations. Alors, pour l'hoplomaque, lui c'est un petit peu différent. Puisqu'on est sur un combattant qui est là principalement pour faire du spectacle, qui est dans un lieu très précis, qui est l'amphithéâtre. Il n'a pas cette chance, en quelque sorte, comme l'hoplite, de pouvoir mourir sur un champ de bataille et qu'on retrouve son matériel. Donc déjà, de point de vue textuel, on a un peu moins de choses. On parle des gladiateurs, mais on parle plutôt du contexte et c'est souvent un élément plus pour parler de la citoyenneté, du monde romain en fait, et de la civilisation romaine que vraiment parler des combattants et de leur technique à proprement parler. Par contre, comme ce sont des grandes stars, eux aussi on les représente et on les représente énormément. On a beaucoup de mosaïques, beaucoup de fresques, des lampes à huile à l'effigie des gladiateurs et notamment de l'hoplomaque, qui est justement de très très belles représentations sur des vers notamment, où il est très bien représenté. Pour le matériel, là c'est plus compliqué. On a du matériel de gladiateur, mais la plupart du temps, c'est un matériel qui a été vraiment figé par un instant vraiment précis, notamment à Pompéi. Oui. Puisque là, comme j'ai pu le dire, on ne va pas perdre son matériel de gladiateur comme ça dans la nature, comme on pourrait le faire avec un hoplite. Donc on a aussi du matériel, on a retrouvé des casques, des pointes de lance, notamment cette caserne de Pompéi. Et on a quand même suffisamment d'éléments pour pouvoir bien parler de l'hoplomaque et comprendre justement un petit peu ses gestes et en tout cas essayer de comprendre comment il va pouvoir utiliser sa panoplie face à son adversaire. D'ailleurs, vous avez énormément plus, vous aussi, de sources iconographiques, non? Alors, c'est justement l'une de nos principales sources, l'iconographie, pour comprendre les gladiateurs et surtout se rappeler du contexte. Je vous rappelle que si vous voulez bien comprendre les gestes d'un gladiateur, il faut s'en retourner à son contexte. Et là-dessus, on a fait 3 vidéos. 3 vidéos sur les 3 éléments importants de la panoplie du gladiateur. Une sur la dague, une sur le bouclier et une sur les armes d'astes. Vous retrouverez ces 3 vidéos en description. Et ça nous semble assez important de bien revenir sur ces éléments-là pour comprendre le combat des gladiateurs et donc comprendre cet hoplomaque. Alors justement, avec l'ensemble de ces sources, on va pouvoir un petit peu décrire ce qu'on y retrouve et comment on peut aborder l'un et l'autre
et comprendre un petit peu les techniques qu'on a dans chacun de ces combats. Pour l'Oplomach, on a quelque chose d'assez clair. En fonction de son adversaire, déjà, il ne porte pas le même équipement. En tout cas, il y a un élément qui change, c'est la lance. On rappelle qu'une panoplie de gladiateurs, c'est l'ensemble de l'équipement qu'on porte sur soi, mais aussi les adversaires qu'on peut avoir en face de soi. Un Oplomach, c'est soit un myrmillon qu'il a comme adversaire, soit un thrace. Face au myrmillon, il a sa lance. À chaque fois, il est bien représenté avec sa lance. Mais face à un thrace, il n'a plus de lance, il est juste en bouclier dague. Ça, c'est déjà un premier fait qui est assez notable sur cet Oplomach et sur le style de combat qui va pouvoir en découler derrière. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement face au myrmillon, quand il va pouvoir utiliser sa lance. Quand il est face à un myrmillon, il a bien son bouclier rond sur le bras gauche, sa dague qui sort de derrière son bouclier. C'est extrêmement intéressant, hein, ce petit détail de la dague qui sort derrière le bouclier. C'est un bouclier en énarme qui est tenu donc par une sangle sur le bras, donc fiché sur le bras. C'est pour ça qu'on peut tenir la dague aussi en même temps. La lance dans la main droite et la lance toujours tenue en position basse. On voit toujours le bras qui est tendu bien bas, des fois légèrement, des fois l'épaule remontée, mais toujours la pointe qui remonte et dirigée vers le visage de l'adversaire. Il vise toujours quasiment le casque du myrmillon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir sur certaines sources où le myrmillon abandonne le combat. Zliten est un magnifique exemple où on voit un myrmillon qui lève le doigt, tourne le dos à l'Oplomach, et il semble qu'il saigne au niveau du casque. Donc on voit qu'il y a vraiment un jeu, en tout cas ce qu'on peut voir dans les sources, entre cette lance qui est pointée vers le visage et des fois le myrmillon qui amène la main au visage ou abandonne en saignant du visage. Ouais, alors pour l'hoplite, c'est assez similaire. La pointe est toujours vers le visage de l'adversaire ou du moins vers les parties hautes de son adversaire. Par contre, c'est la position haute qui est récurrente. L'hoplite est toujours représenté assez élancé, droit, tenant son bouclier, lui aussi a une arme. Parfois, là aussi, il a une lame qui est dans la main, soit dans le fourreau, soit déjà dégainée, ce qui nous montre que quand même, il y a une partie de corps à corps qui est souvent engagée où des armes secondaires sont importantes. Par contre, c'est généralement la lance qu'il tient, position haute, mais là aussi, c'est le visage qu'il vise. Et là, dans les sources iconographiques, on voit très couramment du sang qui coule au niveau du visage de l'adversaire. Et c'est pas une blessure létale, mais souvent il va blesser, il va, on va dire, atteindre le visage de son opposant pour ensuite venir le frapper dans des zones plus dangereuses comme au cou, au niveau du torse. Donc là aussi, on a la même chose. Et la position basse, elle ne se retrouve que dans des contextes qui sont beaucoup plus de duel finalement. Puisque quand il est face à un opposant léger, un tirailleur, un cavalier, il va avoir une position basse qui va sans doute lui donner plus de mobilité et surtout une position de garde beaucoup plus fermée, beaucoup plus stable, qu'on retrouve finalement chez l'Oplomach. Il va se tasser là aussi, alors que quand il est en position haute, il est beaucoup plus élancé. C'est deux choses vraiment différentes que l'on voit aussi sur les sources de l'hoplite. Mais en groupe, puisque c'est un combattant qui évolue en groupe, toujours en position haute. Alors, si on a déjà un élément qui change, on voit déjà sur rien que la position de maintien de la lance, une plutôt basse, en tout cas même toujours basse, et l'autre plutôt haute. Un deuxième élément qui change, c'est le bouclier. Si les deux combattants ont bien un bouclier rond, c'est pas la même taille. Alors, celui de l'Oplomach, il est assez petit, hein, il fait juste la taille du torse, et très souvent bombé. On retrouve quelques représentations où le bouclier a l'air un peu plus plat, mais globalement, il est quand même bien bombé et vient vraiment couvrir ce corps. Et donc pour couvrir le reste du combattant, comme tous les gladiateurs, le torse est nu, parce que c'est la zone de touche, c'est l'endroit où on va venir tailler, mais le bras droit est bien protégé, il prend une grande manica pour protéger le bras qui attaque, surtout là à la lance où on va tendre souvent son bras, on protège bien le bras qui attaque, et on va protéger le bas du corps. L'Oplomach a ce qu'on appelle des cossalia, des protections sur les cuisses, en tissu ou en cuir, et surtout deux grands zocreae, donc deux grands protège tibia qui vont venir couvrir et vraiment monter très haut. Et donc quand le gladiateur est bien en position, comme on peut le voir sur plusieurs sources, eh bien on le voit, hein, finalement, entre son bouclier qui protège le torse et toutes ses protections de jambes, il est très très bien couvert. Quand il se met en garde face à son adversaire, face à un myrmillon, il ferait vraiment un mur complet. Alors c'est assez intéressant parce qu'au niveau de l'hoplite, on a un matériel très similaire et en même temps, il y a des zones qui sont surprotégées chez l'Oplomach qui ne le sont pas du tout chez l'hoplite. Alors avant de parler de ça, par exemple, au niveau du bouclier, on voit que l'Oplomach reprend exactement le concept général de l'aspis coilé grec qui est un bouclier rond et creux. Creux pourquoi? Parce qu'il permet au combattant, lorsqu'il est compacté dans une phalange face à une autre formation très compacte,
de ne pas mourir écrasé et que les pointes des adversaires qui percent parfois le bouclier, de ne pas atteindre directement son corps. De l'autre, ça lui permet aussi d'avoir un rebord qui va permettre de faire supporter le poids du bouclier sur le torse du combattant et pas uniquement sur son bras. Par contre, il est beaucoup plus couvrant ce bouclier, beaucoup plus grand évidemment, puisqu'il est utilisé d'abord d'un point de vue individuel pour couvrir tout le corps du combattant et surtout, il va permettre en formation de se protéger les uns les autres. Donc s'il n'était pas aussi grand, on ne pourrait pas se protéger les uns les autres. Ça serait un combattant individuel. Or, c'est avant toute chose un combattant destiné à se battre dans une formation de groupe. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'au niveau du coup des protections, elles sont complètement différentes. Le bouclier descend jusqu'au niveau du genou, et donc on n'a pas besoin de ces cossalia que l'Oplomac porte. Et au niveau du bras, on a une grande mobilité qui est permise au niveau du bras, puisqu'on n'a aucune protection dessus. Par contre, la lance est toujours en retrait. Eh oui. On n'expose pas son bras au combat, d'abord parce que les lames adverses, s'il y en a, sont beaucoup plus tranchantes. Les Copis ou les Xiphos ont une capacité de coupe très forte, et donc on ne va pas exposer sa main ni son bras. Par contre, lorsque l'on va frapper, projeter sa main vers l'avant, et bien très souvent sur les sources, on voit que la main ne dépasse pas du bouclier. On projette ce grand bouclier justement vers l'avant, ce qui va permettre de protéger aussi la main lorsque l'on va être agressif. Donc au niveau du bras, ça, on n'a aucune protection ni au niveau des jambes. Tout simplement parce que le grand bouclier permet de le faire, de se protéger. Et la grosse différence, c'est surtout le torse. Là où le gladiateur est complètement nu sur le torse, là, le grec a une protection le plus souvent sur le torse. Et ça s'explique parce que... Alors déjà, c'est pas tous, hein, pas mais dès qu'on a assez d'argent pour se payer une protection, on va protéger les zones vitales. Et du coup, si le bouclier cède, on a cette protection qui permet de suppléer à ce manque. Donc là, on a déjà une différence sur le torse, mais sur les jambes, finalement, on peut avoir un certain parallèle, puisque on a les Ocreae du gladiateur et les Cnémides pour le grec. Mais c'est la taille qui va vraiment changer. Alors, déjà, on a une différence de taille. Elles montent beaucoup moins que les Ocrea. En fait, elles sont vraiment destinées à protéger jusqu'au niveau du genou et pas plus, tout simplement parce que le bouclier descend assez bas. Après, au niveau des Cnémides, tous les combattants n'en portent pas. D'ailleurs, il y a même une tendance à la disparition de ces dernières pour permettre aux combattants d'être beaucoup plus mobiles, de se déplacer plus rapidement. Et je pense aussi qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas d'uniformisation de l'équipement dans les formations. Et on a beaucoup d'hoplites qui ont sans doute un budget moins fort que d'autres et qui vont délaisser cet équipement. On a certains qui, pour suppléer à ça, vont par contre tendre un grand drap. Alors, on ne sait pas trop, en tissu ou en cuir, qui va masquer la zone de touche et qui potentiellement peut même arrêter certains coups. Mais la Cnémide, finalement, elle est presque secondaire. On a très peu de frappes montrées au niveau des jambes, parce que les adversaires ne cherchent pas à frapper ici. Et je pense personnellement qu'elles servent, au vu de leur épaisseur, surtout à arrêter des pointes qui descendraient dans cette zone et des flèches. Or, quand on est en formation et qu'on élève légèrement son bouclier, c'est une position qu'on voit très souvent dans les sources, cette taille du bouclier permet justement, en élevant le bouclier, d'arrêter tous les coups descendants qui partiraient vers les zones basses. Du coup, ces Cnémides, elles vont surtout être utiles dans un contexte à la limite de duel ou pour des combattants assez aisés qui ont les moyens en première ligne de se payer ce type de protection en cas de mauvais coups. Mais voilà, elles sont, je pense, moins importantes que chez l'Oplomac, où là, pour le coup, elles servent presque même de bouclier, non? Alors, en tout cas, elles servent vraiment à fermer la panoplie du gladiateur. Bon, donc finalement, on voit que juste un élément comme le bouclier et sa taille peut vraiment impacter tout le reste du matériel, en tout cas vraiment sur les parties basses. Ah oui, ce qui est sûr en plus, c'est que le bouclier seul permet à l'hoplite, par exemple, d'aller à la guerre. On a des sources, on a des combattants, je dirais, quasiment nus, qui partent bouclier, lance et parfois même sans casque. Donc, c'est vraiment que le bouclier est assez couvrant pour permettre de partir à la guerre. Mais justement, on peut en parler du casque, parce que là, c'est vraiment un élément qui est vraiment très différent entre notre hoplite et notre Oplomac, et on peut vraiment déjà voir la différence de contexte. Parce que celui de l'Oplomac est vraiment utilisable seulement dans un contexte de spectacle et donc du sport. Il est très lourd, beaucoup plus lourd qu'on peut voir dans n'importe quel autre monde martial. Il peut peser entre 5 à 7 kg facilement. Oui. Il est très couvrant, ce qui est bien, parce qu'on est bien protégé à l'intérieur, mais la vision est assez réduite. On le voit ici avec le casque de l'Oplomac, donc il y a une reproduction de certains casques qu'on peut retrouver à Pompéi. On a une très grande crête qui va venir, collerette qui va venir protéger tout le bord de la tête et les épaules. On a cette grande crête qui est présente ici pour équilibrer le casque face à cette grande face qui tire vers l'avant. On
un bon équilibre entre crête et face avant. Et donc cette face qui couvre très très bien le gladiateur, qui va même lui couvrir la nuque ici. Et donc ces petits œilletons par lesquels on peut voir. Alors dans le cas d'un duel, ça ne me pose pas un souci, la vision est droite devant, on a bien son adversaire. Ben, on se doute bien qu'un casque comme ça sur un champ de bataille, on oublie. Ouais. Et il me semble même que chez les Grecs, ce casque corinthien qu'on a tant l'habitude de voir, ben, il a tendance à disparaître avec le temps. Bah oui, en fait, ça c'est le casque emblématique parce que durant toute la période archaïque, on va dire que la guerre est assez ritualisée et du coup, ce sont deux formations d'hoplites qui s'affrontent en face à face. Donc là aussi, on a le regard dirigé droit devant et on n'a pas besoin de chercher un adversaire, de balayer un champ de bataille assez vaste dans une zone assez ouverte, de se battre en cas d'embuscade. Par contre, avec l'évolution de la guerre, le casque va s'ouvrir de plus en plus, notamment parce que l'hoplite est confronté à des nouveaux contextes de combat. Il a besoin de respirer un petit peu mieux et surtout de voir tout autour de lui. Et là, on va avoir une ouverture progressive du casque et le corinthien va complètement disparaître et va même laisser place progressivement à un simple bol de bronze. En fait, dans ce contexte martial, la seule zone qui est exposée, c'est le dessus du crâne. On est assez loin, on a notre lance, on impacte la formation, on pousse et on frappe avec la lance. Du coup, on n'a pas toutes ces petites dagues qui vont venir très proches et où on a besoin de la collerette. Du coup, ce casque a tendance déjà à diminuer et surtout, il est très léger. Un corinthien comme celui-ci, c'est 1 kg maximum et on a des pilos qu'on a pesés nous avec l'association qui pèsent même quasiment que 500 grammes. Ah oui. Donc c'est vraiment beaucoup plus léger et ça permet ainsi aux combattants d'avoir une mobilité et d'être plus endurants sur le long terme dans des batailles qui, à mon avis, durent plus longtemps qu'un simple affrontement de duel. Donc finalement, si on reprend l'ensemble de l'équipement, il y a deux choses notables. Déjà, chez l'Hoplomach, c'est un équipement qui est standardisé en quelque sorte. En tout cas, sur les 2-3 grands siècles du Haut Empire romain, où la gladiature est très bien définie, un Hoplomach, qu'on le prend au sud de l'Angleterre, jusqu'à quasiment en Afghanistan, on a retrouvé des vers avec ces combattants, le matériel, c'est toujours le même. Et on a un équipement complet qu'on a pu peser aujourd'hui, qui serait d'environ à peu près une quinzaine de kilos. Pour l'hoplite, finalement, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est assez variable. Le bouclier en lui-même pèse entre 4 et 6 kg. Et après, si le combattant ne s'équipe pas énormément, s'il prend juste une lance et un casque, son matériel ne dépasse même pas les 10 kg. Après, c'est vrai que certains hoplites portent des cnémides, mais aussi un thorax. Alors le thorax peut être en lin, un linothorax, en cuir comme un spolas. On parle souvent du thorax en bronze, mais même ce thorax en bronze n'excède pas les 5 kg. Donc finalement, même l'hoplite le plus lourdement armé approchera à peine des 15 kg de l'Hoplomach. Donc on est dans des poids assez similaires, tout simplement parce que si on passe au-delà, pour l'hoplite, ça va être impossible de tenir sur le long terme sur un champ de bataille. Donc finalement, on a une vision un petit peu complète de l'équipement qu'on peut avoir pour ces deux combattants et des sources qui nous sont à notre disposition. Maintenant, on a pu expérimenter l'un comme l'autre ces combattants dans le cadre de leur duel, ou toi-même dans le cadre d'un combat en groupe, dans certains cas. Et on va voir un petit peu comment ces deux combattants, on peut les expérimenter et quels sont les gestes qui peuvent ressortir de cette expérimentation. Pour mon côté, avec l'Hoplomach, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a finalement presque deux temps de combat. On a le premier temps qui est celui donc de la lance, où on va venir chercher, grâce à la lance, comme on le voit sur les sources, venir chercher la distance, bloquer l'adversaire. On va très souvent utiliser cette lance pour venir frapper justement sous cette collerette, pour venir gêner et pousser le visage du myrmillon. Si on sent que le myrmillon est déséquilibré, si on arrive à le gêner correctement, là on passe dans un deuxième temps où on rentre au corps à corps. On fait glisser la main le long de la hampe et on vient par exemple avec le bras droit, le bras gauche qu'on peut tendre et avec la dague venir essayer d'entailler sur la jambe ou sur le flanc. Si le myrmillon au contraire vient charger, pareil, on peut venir avec sa lance bloquer, on va utiliser la hampe de sa lance pour venir bloquer le bras de l'adversaire. C'est très 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 important. Et après même faire un changement d'arme où hop, on bloque le bras, on prend la dague et on vient continuer à tailler sur le flanc de l'adversaire. Donc on a tout un temps de mise à distance, on harcèle, on gêne l'adversaire. Peut-être c'est à ce moment-là qu'on peut venir même blesser l'arcade de l'adversaire et le faire saigner, qu'on pourrait voir sur certaines sources où le myrmillon abandonne. Et un deuxième temps où il faut s'approcher pour entailler. Parce qu'encore une fois, le but du gladiateur, c'est d'entailler le corps de l'adversaire. Et donc, finalement, cette lance n'est jamais utilisée directement sur le corps. On ne perce pas avec la lance. On ne cherche pas à venir planter dans le corps, planter la cuisse. Alors qu'honnêtement, avec l'Hoplomach, on pourrait le faire très facilement. Mais on ne le voit jamais sur les sources. Et en combat,
on voit très bien qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on ne maîtriserait pas ce qu'on fait. Et on percerait, on mettrait à mort potentiellement son adversaire, ce qui est formellement interdit chez les gladiateurs. Et oui, c'est une différence notable chez l'hoplite, puisque l'hoplite, lui, au contraire, cherche le plus rapidement possible à percer et à transpercer son adversaire. On a plein d'iconographies où cette lance est utilisée de cette manière-là, et on la voit figée dans le corps de l'opposant qui est en train de tomber. D'ailleurs, ce que tu as dit au niveau de la lance qui sert presque de bouclier, d'arme de protection, on la retrouve un petit peu chez l'hoplite. On voit quelques poteries où on s'en sert un petit peu pour se protéger, mais plus dans des contextes de duel. En fait, dans le groupe, c'est toujours la même chose. Ce qui est privilégié, c'est le mouvement d'ensemble. D'ailleurs, nous, quand on expérimente le combat hoplitique, principalement, on travaille sur le groupe et on travaille à faire tenir cette formation à nos membres pour qu'on puisse avancer de concert. Et d'ailleurs, dans les sources, c'est ce qui est le plus souvent noté, c'est l'importance de la cohésion de la formation qui est mise en avant. Et pas du tout l'excellence, finalement, dans le duel de chaque combattant. Par exemple, Sparte, ils sont jamais présentés comme des combattants de duel experts. Par contre, ils sont présentés comme des hommes capables d'avancer de concert, comme un même homme, de ne jamais ouvrir leur formation et d'avoir un mental d'acier qui fait qu'au corps à corps, ils n'ouvrent toujours pas cette formation-là. Alors, le contexte, lui, de duel, il est parfois présenté dans les sources textuelles. On en a déjà parlé dans la première vidéo, où justement on a des professeurs, où on met l'accent là-dessus à partir de l'époque classique et hellénistique, plus qu'à l'époque archaïque, puisque la guerre se diversifie. Et là, dans ce cadre, oui, on voit que la lance peut être utilisée comme étant un bouclier, une protection. Alors nous, justement, quand on expérimente par contre le duel, c'est quelque chose de complètement différent, puisqu'on a un petit peu moins de sources. Textuellement, on nous dit qu'ils s'entraînent, mais on ne nous présente pas trop ces techniques. Malheureusement, comme on l'a dit, on a perdu une grande partie de la littérature scientifique de l'époque sur ces sujets, d'une littérature très technique, et on est obligé de faire appel à l'expérimentation gestuelle pour engager des protocoles nous permettant de comprendre comment ils se battaient. On a des indices d'entrée au corps à corps, on a des indices sur les protections justement à la lance qui sont assez utiles, et surtout on a énormément de jeux sur la distance. Finalement, il y a tout un escrime qui est possible avec ce matériel-là face à un autre hoplite. Contre d'autres combattants, là, l'expérimentation va être beaucoup plus compliquée. Le duel va prendre une autre forme. Et finalement, l'aspect très couvrant de la panoplie permet à l'hoplite de toute manière de toujours plus ou moins s'en sortir, au moins d'un point de vue défensif. Là où ça va devenir compliqué, c'est que la lance étant assez longue, dans des distances assez proches, l'hoplite va être un petit peu gêné. Et effectivement, l'hoplite excelle par sa distance avec la lance. Mais là, encore une fois, un petit peu comme l'hoplomach, finalement, il a une arme deuxième temps, mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'hoplomach, cette arme de deuxième temps, qui est la dague, il sait qu'il va l'utiliser. Ça fait partie de sa panoplie, il doit l'utiliser à un moment ou à un autre, là où on peut dire que l'hoplite, son arme secondaire, son xyphos ou son copis, s'il peut éviter de l'utiliser, il va préférer. Et oui, puisque généralement, dans les sources, quand on nous dit qu'ils sortent leur lame, donc que ce soit par exemple au Thermopyles où ils disent que les Spartiates en sont à utiliser leur lame, c'est le baroud d'honneur. Ils sont sur la dernière butte, ils vont tous mourir. On le sait. Donc ça veut dire que c'est l'arme de secours du dernier moment. Au moment où la formation a éclaté, où finalement donc, les lances vont se briser, et du coup on est dans une entrée au corps à corps, la lance ne sert plus à rien, et on est obligé de se battre à main nue même, puisque dans les textes ils nous disent qu'ils viennent avec les dents attaquer leur adversaire. Et c'est là où la formation spécifique citoyenne de l'hoplite entre en compte, puisque comme ils sont tous formés à minima un petit peu à la lutte, on a beaucoup de saisie au niveau du corps à corps, et d'ailleurs on voit souvent les lames utilisées plutôt pour achever un adversaire que pour essayer de le soumettre. Évidemment, on a des sources où on les voit empoigner des copis, attaquer directement l'adversaire et avoir encore son bouclier, mais elles sont finalement assez minoritaires dans l'ensemble, et la lame généralement sert à achever l'adversaire plutôt qu'à engager le combat. Donc on voit que c'est une arme de secours, que tous les hoplites d'ailleurs n'ont pas, puisque sur beaucoup de sources, ils en sont tout simplement dépourvus. Alors finalement, pour que vous puissiez bien voir la différence entre un combat entre hoplites et un combat d'hoplomach, le mieux c'est de vous le montrer. Donc on va faire quelques combats, un petit duel hoplitique, un duel entre un hoplomach et un myrmillon, et puis même on va se permettre quelques tests. On va essayer de voir finalement si, en changeant quelques éléments, la forme du bouclier, la lance ou autre, qu'est-ce qui se passe pour ces deux combattants, pour vraiment bien comprendre finalement les spécificités d'un matériel, encore une fois, plutôt dédié au sport et au spectacle, et vraiment celui d'un matériel dédié au combat. C'est parti. Allez, mettons en tenue. Ok, du coup là on est en position haute, c'est la position de base de l'hoplite. La chose que l'on fait d'abord, c'est viser les yeux.
Dans la formation, de toute manière, en groupe, tout comme en duel, on va être face à face au moment de l'approche, on va viser les yeux de l'adversaire en premier lieu. Donc on va dire que les coups se résument à visage, bras et à la limite, si on est par-dessus, choper quelqu'un derrière. Voilà, ça c'est en groupe. En duel, on va pouvoir viser au niveau du visage. Donc vas-y, frappe. Voilà, ici au niveau des yeux. On va pouvoir venir choper un bras si le bras est un peu trop devant. Et là, on va pouvoir venir exactement frapper le bras. S'il y a une position qui s'ouvre, c'est-à-dire si tu ouvres un peu ton bouclier, je vais pouvoir rentrer cuisse, voire torse. Là, pareil, vas-y, fais-le. Si j'ouvre un petit peu, hop, tu vas pouvoir voilà, rentrer à l'intérieur. Alors, la première chose à faire, c'est que la lance est une protection. Donc, si tu m'attaques au niveau du visage, je vais pouvoir venir choquer ici avec ma lance et même avoir une zone d'ouverture sur le côté. Tu vas le faire, je t'attaque, tu chasses et là, tu peux venir sur le côté. Exactement. De manière offensive, tu peux faire la même chose. Tu peux passer par-dessus la lance, venir sur le côté et venir frapper sans avoir besoin de te décaler. Vas-y, fais-le, passe par-dessus la lance et voilà. Fais bien gaffe à ça, de pas trop te pencher pour pas être ouvert. C'est juste le bras qui passe. Ok. C'est ça. Tout en faisant gaffe de ne pas trop s'ouvrir. Tu vois, là, tu t'ouvres un petit peu. Moi, j'ai vraiment que le bras qui bouge et qui vient rentrer. Ok, on est bon. Donc ça, c'est, on va dire, le panel technique simple qu'on a en lance position haute. Lance position basse maintenant. Donc là, en position basse, on remarque qu'on a un panel beaucoup plus large. En fait, la position haute, c'est vraiment fait pour la guerre et avancer. Mais en duel, et on le voit très souvent, ils ont donc leur pointe vers l'adversaire, vers le visage de l'adversaire, la main plus haute, au niveau de la hanche, exactement. Pas trop basse, peut-être quelque chose de plomac ça, mais beaucoup plus au niveau de la hanche pour pouvoir frapper rapidement et enchaîner les coups au niveau du visage de l'adversaire. Ça, c'est la base. Donc vas-y, visage, voilà, exactement. S'il y a des zones ouvertes, par exemple une épaule qui dépasse trop, comme ici, là, je viens attraper. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important d'avoir vraiment son bouclier qui est couvrant au niveau de la protection. Et si j'ouvre, on va pouvoir frapper. Au niveau des défenses, tout comme en position haute, le bouclier va servir soit de protection déjà faite, c'est-à-dire que quand il va frapper, on va baisser la tête pour ne pas se faire choper au niveau des yeux. Le sommet du casque étant très résistant, on peut se le permettre. Soit, lorsque tu vas frapper, frappe, je vais projeter mon bouclier vers l'avant. Presque, je vais ouvrir la main pour permettre d'aller plus loin. Et ainsi, je vais me protéger. À toi, tête et projection bouclier. Voilà, ça, ce sont les deux protections principales. Alors, les zones de touche, on a au niveau des yeux et on a toute la zone ouverte sur le flanc droit de l'adversaire et enfin la cuisse. Donc, je te montre deux attaques qui permettent de varier les attaques simples. C'est 1, je me décale et je frappe, un simple décalage, ou 3, c'est ce que j'appelle l'attaque numéro 3, je me baisse sur mes appuis et je frappe. Cette position, on la voit sur certaines sources où l'oplite est descendu et il va venir attraper la jambe arrière droite. Donc tu vas faire d'abord le décalage et l'attaque numéro 2, voilà, et on revient. Et 3, tu te baisses sur ton appui en tombant sur ton appui et tu viens attraper exactement. Alors c'est plus simple la cuisse, mais tu peux le faire en remontant. Et souvent on voit sur les iconographies les gars qui saignent au niveau de la cuisse. La seule défense face à ça, du moins moi, selon moi qui est plausible, c'est lorsque tu vas descendre pour m'attaquer, vas-y, c'est que je vais descendre avec. D'accord? Et on voit des sources où ils sont comme ça. Alors après, il y a des spécificités au combat oplitique, c'est le fait qu'on a un talon. Donc là, on va pouvoir venir en corps à corps. Je vais pouvoir avancer sur mon adversaire pour casser la distance et venir comme si j'étais en position haute avec ce talon. Frapper au niveau du visage, frapper au niveau du torse ou même passer par-dessus pour venir choper par-dessus. Le problème, c'est que ça, on l'a pas trop sur les iconographies, mais on se rend compte dans l'expérimentation que c'est super simple à faire et finalement, nous, on s'en prive pas trop. Alors vas-y, tu vas lever ta lance au moment de la frappe et avancer au corps à corps. Et là, tu peux frapper ici, par-dessus, exactement, et au niveau du visage. Et ensuite, on revient exactement, on revient ainsi. Donc ça va permettre des enchaînements. Je frappe, je prépare, puis ensuite je monte, je frappe, je me redécale, je reviens en position basse. Ça va permettre pas mal de choses. Il y a une zone qui peut être attrapée au talon si on ne fait pas attention, c'est la cuisse. Si tu lèves trop ton bouclier, c'est-à-dire souvent quand je vais avancer, tu vas avoir tendance à lever ton bouclier pour ne pas te faire frapper. Et là, si tu lèves ton bouclier, lève-le, je peux venir ici. D'accord? Okay. Donc ça, c'est une zone qui n'est pas représentée sur les sources, mais qu'on a vue à travers l'expérimentation. Tu vas le faire toi aussi.
Ok. Donc la première technique, pour moi, c'est de venir t'harceler. Donc frappe sur le bouclier, frappe surtout sur le casque pour te maintenir à distance et t'empêcher de charger. Si j'arrive à frapper ici, à bien soulever ta tête, je peux venir glisser là et profiter là, hop, pour venir entailler sur le flanc. Donc on va le voir, on va se mettre bien en face. Je suis en face de toi, tu te protèges bien. Je viens un peu harceler ici. Ici, hop, viens là, j'entaille. Avec ce jeu de la lance, comme je vais vouloir régulièrement te gêner, tu ne vas pas accepter forcément de prendre des coups dans la tête tout le temps. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir charger et dégager la lance. Donc si je suis ici, hop, voilà, tu dégages la lance à droite ou à gauche. Hop, donc par exemple de l'autre côté ici. Et tu vas vouloir t'approcher. À ce moment-là, quand tu es ici, soit tu attaques en housse à l'épaule, soit en duo. Moi, j'en profite pour utiliser ma lance. Donc on est là, hop, tu dégages ma lance, tu rentres en housse, tu peux utiliser la hampe pour bloquer ton bras. Pareil si tu viens en duo, tac, hop, je peux utiliser ma lance pour protéger ici mon corps. Donc bien ici, on voit que ça fait une bonne protection au corps à corps. Le troisième élément, c'est le changement d'arme. Soit c'est moi qui initie. Attends, soit j'initie, je suis ici, je trouve la distance, je te bloque, je trouve le bon moment, je change d'arme et j'ai entaillé. Soit dernier élément, c'est toi qui essaies de venir au corps à corps, qui me dégage. Je bloque, je sens que j'ai le blocage ici, je pousse avec mon bouclier et j'ai entaillé aussi. Un dernier élément qu'on voit, c'est justement le mien qu'attaque en housse. Je t'empêche de tirer le bras en saisissant celui-ci et j'ai entaillé là. Hop. On va pouvoir passer aux démonstrations de combat. Pour cela, on s'est un petit peu équipé. Alors moi, j'ai mis des protections modernes. Toi, tu as gardé quelques éléments antiques. Ouais, ça part. Voilà, donc, on remarque notamment pour le visage, pour se protéger, on a opté pour des masques d'escrime. Tu as quand même gardé un bandeau pour marquer la ligne du regard. Si je frappe au-dessus, c'est le casque. En dessous, c'est les yeux, donc c'est marqué. On a des lances aussi bluntées. Donc on peut utiliser aussi bien la pointe Que le talon. effectivement. Et donc là, on va essayer de venir toucher des zones dégagées, bras, visage, cuisses, c'est bien ça? Cuisse, exactement. Et puis gorge, sous le bras. Là, ça sera mieux symbolisé chez moi, mais on peut venir toucher ici aussi. Voilà. Bon ben, au combat. J'espère que je n'ai pas trop rouillé sur le combat hoplitique. Ça roule.
Bien, voilà le premier combat, donc plutôt martial du côté de l'hoplite. Ouais. Donc on voit hein, toutes les difficultés de venir chercher un petit peu les touches. Bon, maintenant, il va falloir passer au côté un peu plus sportif, entre guillemets, puisqu'on va passer au gladiateur. Je vais enfiler la tenue de l'Oplomac. Je prends ça du mirmillon. Tu prends ça du mirmillon. Allez, c'est parti. Et on y va. Allez, ok. Bon, alors, maintenant qu'on a fait les deux classiques, Hoplite et Oplomac Mirmillon, on va se faire un petit peu plaisir et on va mettre l'Hoplite dans une situation d'un duel spectacle hein, sportif, comme il peut y avoir dans les amphithéâtres romains. Et donc là, je garde ma panoplie d'Hoplite, mais je vais tenter de me mettre dans le cadre sportif gladiatorien. Et là, je vais tenter de te toucher sans te tuer avec mon matériel offensif et de me mettre dans ce cadre un peu sportif. Mais là, le but, c'est vraiment de voir que finalement, en quelque sorte, si on avait gardé le matériel hoplitique, est-ce que c'était possible de faire ce combat de spectacle? Oui. Et ainsi, on peut s'amuser avec l'équipement là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, on arrive sur le dernier test un petit peu sympathique de cette vidéo. On va tenter de faire un affrontement Oplomac, Hoplite, mais cette fois-ci, contrairement au combat précédent, dans un contexte guerrier, martial, où le but est de tuer son adversaire. Alors là, on est quasiment sur un Deadliest Warrior bis.
Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement pourquoi un équipement qui est dédié au sport et qui marche très bien dans ce cadre-là, à mon avis, dans un cadre militaire où tu peux me toucher comme tu veux avec la pointe, ça va être compliqué. j'ai peur que ça soit compliqué. Ouais. Ouais, je pense que ça va être compliqué aussi. Bah, on va voir. Hein. Bien, on rentre un petit peu à l'intérieur. Ouais. On s'est bien dépensé, on a bien bougé. Et puis surtout, on a pu tester des choses assez intéressantes au niveau combinaison. 4 combats bien différents. Alors, on a commencé par un combat classique, hoplite contre hoplite, situation martiale. Puis un combat plus sportif de spectacle, Oplomac contre Mirmillon. Et ensuite, on s'est un petit peu amusé. On a sorti certains de ces combattants de leur contexte. On a mis notamment un hoplite contre Mirmillon pour voir un petit peu si l'Oplomac avait gardé en quelque sorte l'équipement de son aïeux, qu'est-ce qui se serait passé. Et puis on a testé, cette fois-ci, l'Oplomac contre l'hoplite. En situation de combat, voir si on utilise un matériel sportif, celui de l'Oplomac, face à un hoplite qui est guerrier, qu'est-ce qui se passe aussi. Alors si on revient un petit peu là-dessus, l'hoplite déjà. L'hoplite très classique, on a chacun nos faiblesses et nos points forts que l'on connaît puisqu'on a le même équipement. Donc dans ce cadre d'équipement très similaire, on va essayer de se couvrir un maximum parce que dès qu'on fait une erreur, ça ne pardonne pas puisque la lance est une arme très vive, très rapide. Et donc si on fait une ouverture, finalement on travaille plus sur les erreurs de l'adversaire que sur la création d'un jeu qui va permettre de faire des ouvertures. Et au corps à corps, comme tu as pu le voir, on est tout de suite un petit peu gêné, soit on reprend de la distance, soit on utilise le talon, soit, et là on ne l'a pas fait puisqu'on l'avait convenu, on pourrait rentrer en lutte puisque les hoplites étaient formés à cela et on rentre dans quelque chose de complètement différent. Voilà, finalement, on est couvert, on est bien protégé, et si on veut vraiment finalement encaisser, on peut prendre certains coups, et c'est finalement pas si évident que ça de toucher, hein, surtout si on se garde un petit peu derrière sa protection. Tout à fait, alors que c'est complètement différent sur le sportif. Alors là, justement, quand on est passé à l'Oplomac contre le Mirmillon, déjà une première chose qu'on remarque, c'est le besoin d'espace. Ouais. Il faut qu'on puisse bouger, l'Oplomac a besoin de casser la distance, de reculer, de revenir. Le Mirmillon, lui, il charge, il fout donc un bon terrain, bien dégagé.
D'où l'utilité d'avoir l'amphithéâtre avec un terrain fait pour ça, hein, finalement. On ne pourrait pas se battre sur un champ de bataille dans ces conditions-là, ce serait impossible. On se foulerait la cheville tout de suite. Ouais, et puis là, j'ai pu voir un petit peu ce que tu m'avais présenté un peu dans la formation, où justement l'Hoplomach peut bien utiliser finalement sa lance, qui est plus courte. Grâce à ça, il peut parer les coups de dague de l'adversaire, du moins bloquer le bras quand on est au corps à corps, et ça, c'est assez intéressant. Ouais, on peut bloquer avec la lance, switcher d'armes, venir entailler au corps. Les zones qui sont libres sont bien réfléchies, cuisses, flancs, épaules. Et donc finalement, on sent que vraiment tout est bien calculé, hein, pour qu'on puisse créer un jeu là-dessus qui est physique, qui est assez technique aussi, et puis qui demande voilà, d'avoir une convention commune pour ne pas faire n'importe quoi aussi, hein, parce qu'une dague qui sera envoyée dans la gorge, un coup de lance Un qui sera entraînement envoyé spécifique. sur un mauvais endroit, ça pourrait faire très très mal. Et c'est après qu'on s'est un petit peu amusé. Ouais, carrément sympathique de tester du coup d'autres contextes, de changer les conventions, de mettre donc cet Oplitz face à ce Myrmillon. Moi personnellement, ça a dû changer complètement ma façon de me battre en tant qu'Oplitz, pas chercher à tuer, à préparer le terrain. Et là tout de suite, la lance, j'ai senti que sans entraînement spécifique à ce jeu-là, ça allait être très compliqué. En plus de ça, le grand bouclier me gêne pour être offensif avec ma main gauche et ma dague. Je ne peux pas le faire, je suis obligé de changer d'arme. Et finalement, on finit au corps à corps, tous les deux à être bloqués, puisque j'ai un grand bouclier qui permet, moi, de bloquer ton bras. Et toi, tu as un équipement sportif qui permet d'empêcher que je puisse t'atteindre avec ma dague. Alors, on sent qu'il y a finalement un enjeu, en quelque sorte. Moi, avec ma dague, je ne peux plus attaquer à l'épaule, qui est normalement la zone privilégiée pour le combat en gladiateur, parce que tu es extrêmement bien protégé à l'épaule. C'est difficile de venir chercher au flanc, parce que ton bouclier est très grand aussi. Donc on se retrouve dans un non-jeu l'un et l'autre, où on ne peut pas vraiment se toucher. À la fin, j'ai compris une chose, c'est que je peux venir toucher à la cuisse. Parce que ton bouclier, je peux venir passer en dessous, et finalement, c'est sur la cuisse que je viens, parce que tu n'as pas de protection à la cuisse en tant qu'Hoplite. Mais pour un public, ce serait pas intéressant. C'est pas très visible. Et même moi, j'ai mis du temps à comprendre que ça atteignait la cuisse, et de toute façon, je pouvais pas le couvrir, parce que mon bouclier, je peux pas avoir de la force en descendant. Donc finalement, c'était le seul coup que tu pouvais bien porter, et en effet, c'est pas spectaculaire. Et puis on a terminé par un petit peu le titre de la vidéo, Hoplite contre Hoplomach. Finalement, si notre gladiateur, on le remet dans une situation martiale, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était compliqué, hein, j'ai vu pour toi. Pas possible, hein? Moi, face à moi, j'avais l'impression d'avoir plein de cibles possibles, hormis le visage. Ça, c'est le petit avantage. Du coup, d'habitude, on travaille beaucoup au visage. Et là, en fait, finalement, je tapais torse, je tapais cuisse. Là, les cuisses, même avec des Cossalia, je pense ma pointe, si je frappe bien fort, je perce. Et même, quand bien même les Cossalia protégeraient, j'ai chopé beaucoup dans les parties basses du bas-ventre. Donc, c'était compliqué. Hein. Et même à la dague. Hein. Oui, même à la dague. C'est là où on voit que finalement, un matériel de gladiateur, il est bien réfléchi dans la convention du combat gladiateur. Mais dès qu'on sort celui-ci de son zone de combat, qui est le spectacle où on entaille, ça n'a plus de sens. Pourquoi autant protéger la tête? Finalement, si le corps est complètement dénué de protection. Et tu l'as vu, alors oui, tu m'attaques plus la tête, mais mon corps, j'arrive plus à protéger. Mon bouclier n'est pas assez grand, tu passes autour très facilement. Et encore une fois, les cuisses, une zone libre où tu peux frapper au travers. Et toi, finalement, c'était compliqué de venir me toucher, parce que grâce à mon grand bouclier, avec ton Hoplomach, ta petite dague, elle n'est pas assez longue. J'ai juste à projeter mon bouclier vers l'avant, et tu peux me toucher. Oui, alors, au final, une chose est certaine, il faut arrêter de mettre des gladiateurs en tenue de spectacle sur un champ de bataille. Ça n'a vraiment aucun sens, ça marche pas. Oui, là justement l'objet de cette expérience-là, c'était d'essayer de comprendre, de voir en effet si dans un contexte martial où tous les deux on est entraînés, et plutôt bien entraînés, toi sur l'Hoplomach et moi sur l'Hoplite, qu'est-ce qui se passe? Et là en l'occurrence, on voit que ça n'a pas de sens, c'était intéressant pour l'expérimenter, et on voit tout de suite où ça pêche, c'est au niveau du matériel. Tu as un matériel qui est spécifique à un spectacle, et tes zones sont trop ouvertes pour aller sur un champ de bataille. Et là, finalement, on revient sur la première vidéo qu'on a pu faire sur ta chaîne en compagnie de Stéphane, où on rappelle que si on passe sur cet équipement de l'Hoplomach de gladiateur, si on libère certaines zones sur le corps, le torse notamment, c'est qu'on est bien dans une transmission sur un rituel, on veut que le sang soit versé, donc on libère certaines zones, on a toute cette transition qui s'est faite, comme on a pu le dire, autour des bûchers funéraires, et donc on a volontairement cette convention, cette pratique où on libère le corps pour qu'on puisse l'entailler tout en protégeant les zones à risque, donc la tête. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette transition entre Hoplite et Hoplomach. Encore un grand merci Vincent d'être venu. Un plaisir. Au plaisir de se recroiser dans d'autres contextes, peut-être sur du combat hoplitique en groupe, si c'est possible un jour. En tout cas, je vous remercie. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu.
Moi, je vous dis à la prochaine sur Acta Vidéo.